Ma sœur ne m'a pas invité à son mariage. Ma mère a dit, c'est son grand jour. Ne ramène pas tout à toi. Ma tante a ajouté, il vaut peut-être mieux que tu ne viennes pas. J'ai donc réservé un voyage et j'ai quitté la ville cette semaine-là. Le jour de la cérémonie, j'ai reçu 39 appels manqués de ma sœur. Le mariage était annulé. Je m'appelle Béatrix. J'ai 29 ans et je viens de découvrir que je suis la seule personne de ma famille proche à ne pas être invitée au mariage de ma petite sœur. J'étais assise dans mon bureau quand le message de Sloan est arrivé. C'était un message froid et calculé indiquant que la liste des invités était finalisée et qu'ils avaient dû faire des coupes difficiles pour des raisons d'esthétique et de budget. Des coupes difficiles. Je suis celle qui a co-signé le bail de son appartement de luxe et qui a remboursé 30 000 $ de sa dette étudiante pour qu'elle paraisse sans dette aux yeux de la riche famille de son fiancé. Je l'ai confrontée mais elle n'a même pas eu la décence de me regarder dans les yeux. Elle m'a plutôt dit que mon style pratique ne correspondait pas à l'image de haute société qu'elle construisait avec Tristan. Ma mère est simplement restée là en arrière-plan à lisser la robe en soie de Sloan et à me dire de ne pas être difficile ou de ne pas gâcher son grand jour avec mes drames. Elle s'attendait à ce que je m'efface dans le décor pendant qu'elles utilisaient mon argent pour financer un rêve auquel je n'avais pas le droit d'assister. Mais elles ont oublié une chose très importante. Je suis celle qui détient les clés du royaume qu'elles ont bâti sur des mensonges. Je n'ai pas mendié une place à une table payée par ma sueur. J'ai plutôt réservé un billet en première classe pour Jackson Hole dans le Wyoming afin de regarder leur monde parfait brûler de loin. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification tout de suite pour ne pas manquer une seule seconde de ce chaos absolu si vous voulez voir comment une coupe difficile se transforme en un effondrement familial total. Le ressentiment ne s'est pas construit du jour au lendemain. Il s'est plutôt propagé comme un virus lent au fil des années où j'ai été le filet de sécurité désigné pour le style de vie imprudent de ma sœur. Sloan était pratiquement menacé d'expulsion de son minuscule studio il y a 18 mois après avoir dépensé tout son salaire dans des sacs à main de créateurs qu'elle ne pouvait pas se permettre. Je suis donc intervenu comme la merveilleuse grande sœur que je pensais devoir être. J'ai signé les papiers pour son nouveau logement dans un code postal prestigieux et j'ai remis 5 000 $ juste pour que les services publics soient rétablis en croyant ses promesses qu'elle changerait une fois qu'elle aurait rencontré quelqu'un de stable. Cette stabilité est arrivée sous la forme de Tristan Montgomery qui était un brillant avocat d'affaires issu d'une famille qui mesurait son histoire en générations d'éducation privée dans la Ivy League et en résidence d'été à Martha's Vineyard. Sloan n'est pas seulement tombée amoureuse de l'homme. Elle est tombée amoureuse de la silhouette de la femme qu'elle pourrait devenir dans son monde. Un monde où une grande sœur travaillant de longues heures dans une entreprise de logistique était soudainement considérée comme une gêne. Je me souviens d'un dîner précis dans un bistrot français du centre-ville où l'atmosphère est devenue glaciale au moment où j'ai mentionné notre enfance dans une banlieue de la classe moyenne. Le visage de Sloan s'est contorsionné en un masque de pure horreur avant qu'elle n'intervienne rapidement pour dire aux parents de Tristan que j'étais simplement nostalgique et que nous venions en fait d'une famille de vieille fortune gérée discrètement depuis des décennies. Je suis resté assise là dans un silence stupéfait en réalisant que ma sœur tissait une toile de mensonges où j'étais le seul fil qui ne correspondait pas au motif. L'audace a atteint son apogée lorsque les préparatifs du mariage sont passés à la vitesse supérieure et que les factures ont commencé à s'empiler sur le comptoir de ma cuisine. Sloan est passé un mardi soir en sentant le parfum cher et en serrant un magazine de mariage comme si c'était un texte sacré pour me dire qu'elle avait besoin de 10 000 $ supplémentaires pour la compte du lieu. Elle a jeté un verre d'eau à travers la pièce et a crié que j'essayais de saboter sa seule chance d'avoir une vraie vie lorsque j'ai hésité. Ma mère Esther est entrée au beau milieu de la crise et a immédiatement pris le parti de Sloan en lui caressant les cheveux et en me regardant avec une véritable déception comme si j'étais celle qui était égoïste de vouloir garder mes propres économies. Ma mère a dit avec une froideur qui résonne encore dans mes oreilles, « Tu as plus qu'assez Béatrix. Sloan est celle qui en a besoin. Elle a un avenir à assurer alors que tu es simplement à l'aise. » Ce mot a été ressenti comme une gifle parce que mon confort était bâti sur des semaines de travail de 60 heures pendant que Sloan passait ses journées au spa à mes frais. J'ai finalement cédé et j'ai fait le chèque en espérant bêtement que ma générosité m'achèterait une place d'honneur à l'hôtel pour être finalement accueilli par ce message texte dévastateur des mois plus tard. Elle ne voulait pas seulement mon argent mais aussi mon silence et mon absence pour que l'identité fabriquée de Sloan ne soit pas menacée par la vérité de ce que nous étions vraiment. Je me suis tenu dans mon appartement silencieux en regardant la photo encadrée de nos enfants et j'ai senti la dernière once de ma loyauté se briser comme une brindille sèche dans le vent. Les coupes difficiles dont elle a parlé ne concernaient pas le budget. Elles consistaient à écarter la seule personne qui savait exactement où tous les secrets étaient enterrés dans son passé.
Le silence de mon appartement a été rompu 2 jours plus tard par la sonnerie frénétique de ma porte comme si la vie de quelqu'un dépendait de mon attention immédiate. J'ai ouvert la porte pour trouver Sloan debout avec notre mère et ma tante Béatatrice qui s'agitait déjà avec une housse à vêtements drapée sur son bras comme si mon salon était une cabine d'essayage. Elles ne sont pas venues pour s'excuser du message texte d'exclusion ou des coupes difficiles qu'elles avaient si nonchalamment mentionnées plus tôt dans la semaine. Sloan s'est plutôt dirigé directement vers l'îlot de ma cuisine et a étalé un emploi du temps pour le week-end du mariage. Elle a eu l'audace de me dire que je n'utiliserais pas mon véhicule de luxe ni mon appartement en ville puisque je n'assistais pas à la cérémonie. Elle les avait donc promis au garçon d'honneur de Tristan pour la durée des festivités. Ma mâchoire a failli toucher le sol en l'écoutant expliquer comment ma contribution à son bonheur consisterait à rester hors de vue pendant que sa nouvelle famille profiterait des fruits de mon travail. Tante Béatatrice est intervenue avec un sourire mielleux en me tapotant la main et en me disant que c'était un mal pour un bien car je ne me serais probablement pas senti à l'aise avec tous ces sénateurs et magnats de l'entreprise de toute façon. J'ai regardé ma mère Esther en m'attendant à ce qu'elle voie la folie de cette demande. Elle a cependant hoché la tête en accord et a dit que la famille était une question de sacrifice. Elle a même eu le culot de demander les doubles des clés de mon véhicule sur le champ en prétendant que les agences de location de voitures étaient toutes complètes et qu'elle ne pouvait pas risquer un cauchemar logistique le jour J. Quelque chose en moi est passé d'un ressentiment bouillonnant à une clarté froide et cristalline que je n'avais jamais ressentie auparavant dans toute ma vie. Je n'ai pas crié et je ne les ai pas jetés dehors. Je me suis plutôt adossé au comptoir et j'ai demandé à Sloan si elle croyait vraiment que je n'étais qu'un compte bancaire avec un pouls. Elle a levé les yeux au ciel et a soupiré avec une impatience qui a glacé mon sang en me disant que je faisais des drames et que je devrais être heureuse pour son succès. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma sœur ne manquait pas seulement de gratitude. Elle manquait d'une âme fondamentale en voyant tout le monde autour d'elle comme des accessoires dans le grand théâtre de son ascension sociale. Je leur ai dit que j'avais besoin de quelques heures pour y réfléchir et je les ai raccompagnés à la porte en regardant leurs talons chers claquer dans le couloir avec un sentiment de finalité qui ressemblait à un décès dans la famille. Je me suis assise devant mon ordinateur portable avec des doigts tremblants dès que les portes de l'ascenseur se sont fermées et j'ai commencé à chercher la retraite de luxe la plus éloignée et la plus isolée que je pouvais trouver à l'intérieur des frontières des États-Unis. Jackson Hole est apparu sur mon écran avec ses sommets dentelés et enneigés et la promesse d'un silence que personne de ma famille ne pourrait pénétrer. J'ai réservé un billet en première classe pour $4000 et j'ai loué un chalet privé dans un complexe qui coûtait $15 000 de plus pour la semaine sans me soucier du prix pour la première fois de ma carrière. J'ai ressenti une montée d'adrénaline en cliquant sur le bouton de confirmation sachant que pendant qu'elles étaient occupées à planifier comment utiliser ma voiture dans ma maison je serais à l'autre bout du pays avec les clés dans ma poche. J'ai passé le reste de la soirée à préparer une seule valise avec mes vêtements d'hiver les plus chers en ressentant un étrange sentiment de paix en regardant les espaces vides sur mes étagères. J'ai décidé de devenir un fantôme parce qu'elle voulait que je sois invisible. J'allais cependant être un fantôme qui entrait chacune de leurs factures impayées dès que je mettrais le pied dans cet avion. Le soleil n'avait même pas franchi l'horizon le jeudi matin quand je me suis assise à mon bureau avec une tasse de café noir et une liste de chaque paiement récurrent que j'avais jamais autorisé pour ma sœur. Sloan a toujours supposé que ma générosité était comme une ressource naturelle qui ne s'épuiserait jamais. Mais elle n'a pas réalisé que chaque luxe dont elle profitait était ancré à ma cote de crédit personnel. J'ai commencé par la carte de crédit secondaire que je lui avais donnée pour les urgences il y a 3 ans et qu'elle utilisait pour payer ses soins hebdomadaires au spa de la mariée et ses cadeaux de demoiselle d'honneur. En quelques clics sur mon application bancaire j'ai déclaré la carte comme perdue et j'ai désactivé l'entièreté de la ligne de crédit en sachant que la prochaine fois qu'elle essaierait de la passer pour un soin du visage à $500 la machine clignoterait simplement avec un rejet rouge et froid. Le vrai dommage se trouvait cependant dans les petits caractères du contrat du lieu de mariage dans la grande salle de bal historique du centre-ville. C'était moi qui avais signé la garantie financière pour l'acompte de $25 000 du traiteur car le compte bancaire de Sloan était un terrain vague de frais de découvert et de séances de shopping compulsives. J'ai appelé le directeur du lieu qui était un homme nommé Monsieur Henderson et j'ai calmement expliqué que je retirais ma garantie personnelle avec effet immédiat en raison d'un changement de situation familiale. Il a semblé surpris en mentionnant que le solde restant pour le bar ouvert et le dîner de steak de qualité supérieure devrait être payé en totalité par la mariée avant l'arrivée du premier invité le samedi sans ma signature. Je lui ai simplement dit que ce n'était plus mon problème et qu'il devrait contacter la mariée directement pour les $30 000 encore impayés sur la facture. J'ai ressenti un étrange sentiment de libération en parcourant la liste pour annuler la location de voiture de luxe que j'avais réservée pour la noce et informer le fleuriste que l'arche florale à $5000 n'était plus financée par mon compte.
J'avais efficacement démantelé l'échafaudage financier qui soutenait toute la fantaisie sociale de Sloan quand j'ai eu fini. Je l'avais laissé avec rien d'autre qu'une montagne de dettes et un groupe de fournisseurs qui exigeraient un paiement en espèces. Je n'ai pas envoyé un seul message pour l'avertir. J'ai plutôt passé l'heure suivante à nettoyer mon appartement et à m'assurer que le verrou était bien fermé. Ma mère Esther a envoyé un message frénétique demandant si j'avais vu son châle en soie. Je l'ai simplement supprimé sans y repenser car je n'étais plus le bureau des objets trouvés de la famille. J'ai descendu ma seule valise dans les escaliers avec une légèreté dans ma démarche que je n'avais pas ressentie depuis des années quand le chauffeur Uber est arrivé pour m'emmener à l'aéroport. La ville semblait petite et étouffante dans mon rétroviseur alors que nous nous dirigions vers le terminal. J'ai regardé les gratte-ciel disparaître avec un sentiment de profond soulagement. J'ai traversé l'aéroport la tête haute en ignorant les dizaines de notifications qui commençaient déjà à apparaître sur l'écran de mon téléphone alors que Sloan réalisait probablement que sa carte d'urgence était morte. J'ai embarqué dans l'avion et pris ma place dans la cabine de première classe en sirotant une coupe de champagne chère alors que les moteurs rugissaient. J'ai senti les derniers fils de culpabilité se rompre enfin lorsque les roues ont quitté le tarmac et que le sol s'est éloigné sous nous. Elles allaient obtenir exactement ce qu'elles voulaient, c'est-à-dire un mariage sans ma présence et sans ma voiture et surtout sans un seul centime de mon argent pour garder les lumières allumées. La tempête à la maison ne ferait que commencer au moment où j'atterrirais dans l'air vif des montagnes de Jackson Hole. Et pour la première fois de ma vie je n'allais pas être celle qui tiendrait le parapluie. L'air à Jackson Hole était si vif qu'il donnait l'impression de respirer des éclats de diamant. C'était un contraste saisissant et bienvenu avec le drame étouffant et humide que j'avais laissé derrière moi en ville. Je me suis enregistré dans mon chalet privé au complexe à Mangani qui était un chef-d'œuvre de pierre et de séquoias semblant pousser directement hors du flanc de la montagne en surplombant les vastes plaines enneigées de la vallée de la rivière Snake. J'ai ressenti un profond sentiment de calme que je n'avais pas connu depuis mon enfance pendant que le concierge me montrait ma suite en soulignant la cheminée à bois et la profonde baignoire à immersion. J'ai passé l'après-midi enveloppé dans une couverture en cachemire sur ma terrasse privée à regarder les wapitis se déplacer lentement dans les broussailles pendant que je sirotais un verre de pinot noir millésimé. Mon téléphone était posé face vers le bas sur la table basse en cèdre. C'était un témoin silencieux du carnage qui se déroulait à des kilomètres de là dans la grande salle de bal. Sloan se tenait probablement au milieu du hall orné avec son visage devenant rouge et frénétique alors que M. Henderson annonçait la nouvelle pendant que j'écoutais le crépitement du feu. Les fournisseurs ne travaillent pas sur des promesses ou sur la loyauté familiale dans l'industrie américaine des mariages haut de gamme. Ils travaillent sur des fonds compensés et des lignes de crédit vérifiées. Le solde de $30 000 pour le bar ouvert de qualité supérieure et le dîner assis de 5 services n'était pas juste une suggestion. C'était une exigence qui devait être remplie avant même que les nappes blanches ne soient drapées sur les tables. Je pouvais presque entendre la voix de ma sœur résonner dans les couloirs de marbre criant qu'il devait y avoir une erreur ou que son riche fiancé s'en occuperait pour finalement réaliser que la famille de Tristan gardait ses finances strictement séparées jusqu'à la signature du certificat de mariage. La première vague de panique a probablement frappé lorsque le fleuriste a refusé de décharger la camionnette jusqu'à ce que le paiement final de $5 000 soit traité en laissant l'hôtel nu et inachevé. Ma mère Esther devait volter partout comme un oiseau piégé en plongeant la main dans son propre sac à main vidé en réalisant que son enfant chéri avait construit un château sur des fondations de sable. Elles avaient passé des mois à me traiter comme une note de bas de page gênante dans leur grande histoire. Mais maintenant elles découvraient que j'étais la colonne vertébrale entière du livre. Chaque luxe dont elles s'étaient vantées auprès des amis mondains de Tristan disparaissait en temps réel pour être remplacé par la réalité froide et dure d'une facture que personne ne voulait payer. La lumière dorée frappait les sommets de la chaîne des tétons au coucher du soleil en transformant la neige en une mer d'orange et de rose en fusion. J'ai finalement pris mon téléphone juste pour vérifier l'heure et j'ai vu les 65 premiers appels manqués de ma mère ainsi que la série de messages de plus en plus déséquilibrés de Sloan. Sloan a écrit « Où es-tu » répond au téléphone. Le responsable du traiteur dit que la carte de crédit est refusée. Que as-tu fait? Je n'ai pas ressenti la moindre pointe de culpabilité ni le désir de courir à leur secours. J'ai plutôt ressenti une satisfaction calme et frémissante de voir que les coupes difficiles que Sloan voulait étaient enfin appliquées à son propre ego. J'ai commandé un dîner au service d'étage composé de truites poêlées et de légumes racines rôtis qui m'a coûté plus de $100 sans y penser à deux fois et je l'ai savouré dans le silence absolu de mon chalet. Il n'y avait pas de cri ni de demande pour plus d'argent ni de tante béatatrice pour me dire que je n'avais pas ma place dans la pièce. J'étais exactement là où je voulais être. J'étais entouré par la majesté silencieuse de la nature sauvage pendant que Sloan était piégé dans une prison de sa propre création entourée de feuilles d'or et de champagne cher qu'elle ne pouvait pas vraiment se permettre de boire.
Le mariage avait lieu dans moins de 24 heures et l'échafaudage financier que j'avais démantelé laissait l'événement entier pencher dangereusement vers un effondrement total. J'ai désactivé la sonnerie de mon téléphone puis je me suis glissé dans les draps de 500 fils et je suis tombé dans le sommeil le plus profond et le plus paisible dont j'avais profité depuis des années. L'horloge a sonné 2 heures le samedi après-midi et la grande salle de bal était censée être un sanctuaire de lys blanc et de champagne cher mais elle était devenue un champ de bataille de chuchotements et de factures impayées. Je n'étais pas là pour voir le mascara couler sur le visage de ma sœur. Mais j'ai reçu un compte-rendu détaillé par une série de messages frénétiques et paniqués de ma cousine Clara qui était la seule de la famille à savoir exactement combien j'avais sacrifié pour ce jour. La facture de traiteur de $30 000 n'avait pas été réglée à midi. Le responsable du lieu avait donc effectivement fermé le bar ouvert en remplaçant les vins français millésimés par de l'eau du robinet et des sodas bon marché dans des gobelets en plastique. Les invités de la haute société que Sloan avait si désespérément essayé d'impressionner échangeaient déjà des regards confus en regardant les tables nues et l'absence des arrangements floraux promis dans les invitations sur papier glacé. La véritable explosion s'est cependant produite dans la suite nuptiale privée à peine 30 minutes avant le début prévu de la cérémonie. Tristan Montgomery était un homme qui valorisait la transparence par-dessus tout surtout parce que le fonds en fiducie de plusieurs millions de dollars de sa famille était en jeu. Il était entré dans la pièce pour trouver Sloan hurlant sur sa mère Esther en exigeant qu'elle vende ses bijoux sur le champ pour payer le dîner de steak qui était actuellement retenu en otage dans la cuisine. La façade soigneusement construite de la vie de Sloan s'est finalement fissurée comme une poupée de porcelaine bon marché lorsque Tristan est intervenu. Ma mère a laissé échapper dans un moment de pur désespoir et de manque de prévoyance que tout aurait été parfait si je n'avais pas abandonné la famille et coupé le flux d'argent qui devait financer tout l'événement. Tristan s'est figé et son visage est devenu blanc comme un fantôme en réalisant que l'héritage de vieille fortune dont Sloan s'était vanté n'était en fait qu'un flux régulier de subventions d'une grande sœur travaillant dans un bureau de logistique. Il a commencé à poser des questions auxquelles Sloan ne pouvait pas répondre en exigeant de savoir pourquoi elle avait menti sur le fait que ses dettes étudiantes avaient été remboursées par une fiducie familiale alors que c'était en réalité les économies de ma vie qui avaient effacé son dossier. La trahison ne concernait pas seulement l'argent. Elle concernait le mensonge fondamental sur lequel Sloan avait construit toute sa relation. Les garçons d'honneur parlaient déjà dehors dans le couloir de la façon dont les véhicules de luxe que j'avais refusé de fournir n'étaient jamais apparus forçant la noce à arriver dans une série de taxis disparates et poussiéreux. Clara m'a dit que tante Béatatrice avait essayé de sauver la situation en disant à tout le monde que j'étais mentalement instable et que j'avais saboté le mariage par jalousie mais le mal était déjà fait. Les parents de Tristan se tenaient juste devant la porte et ils ont entendu chaque mot de la dispute à travers les murs fins du bâtiment historique. Il n'était pas le genre de personne à tolérer un scandale et encore moins une mariée qui était essentiellement une fraude financière. Ils ont tranquillement rassemblé leurs affaires et ont informé Tristan que s'il procédait au mariage son héritage serait gelé jusqu'à ce qu'un audit prénuptial complet soit effectué. La moitié du côté du marié dans l'église était déjà vide au moment où l'organiste a commencé à jouer la marche traditionnelle. Sloan a marché dans l'allée non pas vers une salle pleine d'admiration mais vers une mer de pitié et de jugement en serrant un bouquet de roses de supermarché parce que le fleuriste avait remballé ses orchidées de qualité supérieure et était parti 3 heures plus tôt. Tristan l'a rejointe à l'hôtel mais il n'y avait pas d'amour dans ses yeux. Il y avait seulement une fureur froide et légaliste qui promettait un avenir très court à leur union. Le mariage parfait s'était transformé en une exécution publique du statut social de Sloan et pour la première fois en 24 ans je n'étais pas là pour ramasser les morceaux du vase qu'elle avait brisé. J'étais assise sur mon balcon dans le Wyoming en regardant le coucher du soleil sur les tétons et en sentant le poids d'un millier d'obligations familiales se lever enfin de mes épaules. La vibration de mon téléphone sur la table de chevet en bois sonnait comme un essaim de frelons en colère. C'était une interruption brutale du silence montagnard que j'avais appris à aimer au cours des 48 dernières heures. J'ai finalement tendu la main et balayé l'écran en regardant une cascade de notifications inonder l'affichage comme un glissement de terrain numérique que je ne pouvais plus ignorer. Il y avait plus de 80 appels manqués de ma mère Esther et une série de messages vocaux de Sloan qui commençaient par des sanglots frénétiques et se terminaient par une rage venimeuse que je n'avais vue que quelques fois dans notre enfance. La réception de mariage, si on pouvait encore l'appeler ainsi, s'était clairement transformée en une autopsie financière et sociale et elle cherchait quelqu'un à blâmer pour la puanteur du cadavre. J'ai appuyé sur lecture pour un message vocal de ma mère et sa voix semblait vieillie d'une décennie tremblant avec un mélange d'épuisement et d'un sens de l'autorité mal placé alors qu'elle exigeait que je transfère $10 000 immédiatement. Elle a sifflé dans le combiné, « Béatatrix, je me fiche de savoir à quel point tu es en colère. Ta sœur est assise dans un couloir dans sa robe de mariée parce que le directeur refuse de servir le gâteau jusqu'à ce que la carte de crédit soit acceptée. Elle a même eu le culot de me dire que là.
Réputation de la famille dans la ville était en jeu et que si je ne réparais pas ça dans l'heure je serais morte pour elle à jamais. C'était un mouvement classique de la part de la femme qui avait passé 20 ans à m'apprendre que ma valeur se mesurait à ce que je pouvais fournir. Alors que la valeur de Sloan résidait simplement dans le fait d'exister et d'être belle. Mon téléphone a recommencé à sonner avant même que je puisse supprimer le message. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de Sloan cette fois-ci. J'ai donc pris une profonde inspiration et j'ai finalement appuyé sur le bouton vert. Les cris ont commencé avant même que je puisse dire bonjour. C'était un torrent d'insultes aiguës et hystériques alors que Sloan m'accusait d'être une vieille fille jalouse et amère qui voulait voir sa vie ruinée. Elle m'a dit que la mère de Tristan avait passé la dernière heure à interroger le personnel de restauration sur les factures impayées et que l'embarras était si profond qu'elle avait l'impression que son cœur s'arrêtait. Elle a hurlé avec la voix brisée par un désespoir qui ne montrait aucune trace de remords sincère. Tu me dois ça Béatrix car tu as toujours été la plus forte et celle qui avait de l'argent alors que maintenant tu vas juste t'asseoir dans un chalet de montagne pendant que mon avenir s'évapore. Je suis restée assise là sur le bord de mon lit en regardant la vaste étendue indifférente de la nature sauvage du Wyoming et j'ai ressenti un étrange sentiment de détachement par rapport au chaos à l'autre bout du fil. Je n'ai pas élevé la voix ni participé à la dispute. J'ai plutôt attendu qu'elle soit à bout de souffle avant de lui demander calmement pourquoi elle pensait que mon compte bancaire était son héritage personnel. Je lui ai rappelé que c'était elle qui avait envoyé le texte sur les couples difficiles et celle qui m'avait dit que je ne correspondais pas à son esthétique de la haute société en planifiant une fête à 20 000 $ sur la ligne de crédit de quelqu'un d'autre. La réponse de Sloan a été un gâchis d'excuses bégayantes et incohérentes sur le fait qu'elle devait le faire pour impressionner la famille de Tristan mais la logique est tombée à plat contre le mur de ma nouvelle indifférence. Elle m'a supplié pour juste 5 000 $ comme un petit prêt pour rouvrir le bar et sauver ce qui restait de la soirée en promettant qu'elle me rembourserait dès que les cadeaux de mariage seraient ouverts. J'ai presque ri de l'audace en sachant que les parents de Tristan étaient probablement déjà en train de rédiger les papiers d'annulation avant même que le premier toast ne soit porté. J'ai dit d'une voix ferme et froide, je ne suis plus ton filet de sécurité Sloan. Je suis juste une coupe difficile sans laquelle tu dois finalement vivre. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé l'écran s'éteindre en sentant un poids se soulever de ma poitrine que je ne savais même pas porter. Le silence qui a suivi mon accrochage avec Sloan était lourd. Mais ce n'était pas le silence du regret. C'était plutôt le calme d'une femme qui avait enfin terminé un marathon long et épuisant. Je savais que ma mère Esther appellerait ensuite avec un barrage de chantage émotionnel sur la façon dont la famille reste unie dans la tempête. Mais j'avais fini d'être la seule à tenir le parapluie pendant qu'elle versait des seaux d'eau sur ma tête. J'ai ouvert mon ordinateur portable une dernière fois et j'ai navigué vers le portail des résidents de l'immeuble d'appartement de grande hauteur où Sloan vivait depuis 18 mois. J'avais l'autorité légale de résilier l'accord avec un préavis de 30 jours puisque mon nom était le seul sur le bail principal et que j'avais fourni le dépôt de garantie de 4 000 $ en espèces. Je n'ai pas hésité en cliquant sur l'option pour mettre fin au bail m'assurant ainsi que lorsque Sloan reviendrait de son mariage désastreux elle serait accueillie par un avis de déménagement sur sa porte de designer. J'ai envoyé un bref email professionnel à la responsable de l'immeuble qui était une femme nommée Madame Higgins. J'ai déclaré que je ne renouvellerais pas le contrat et que tout dommage à la propriété devrait être déduit du dépôt initial que j'avais fourni. Sloan avait passé des mois à dire à la famille de Tristan qu'elle possédait cet appartement dans le cadre de son héritage. Mais la réalité était sur le point de la frapper avec la force d'une boule de démolition. Elle avait 30 jours pour trouver un nouvel endroit où vivre sans emploi, sans crédit et avec un mari qui consultait probablement déjà un avocat spécialisé en divorce. Mon téléphone s'est illuminé avec un texte de Tristan Montgomery lui-même juste au moment où j'ai appuyé sur envoyer. C'était un message étonnamment bref et dépourvu de l'arrogance habituelle de la haute société. Il m'a demandé s'il était vrai que c'était moi qui avais financé le style de vie de Sloan et si les 60 000 $ d'actifs familiaux qu'elle prétendait avoir étaient en fait juste mes économies personnelles. J'ai répondu par une seule phrase. Tout ce que vous voyez dans sa vie est le reflet de mon travail acharné et non sa réalité. Je n'ai pas ressenti le besoin d'expliquer davantage ou de m'excuser pour l'effondrement de son mariage parce qu'il était un homme adulte qui avait ignoré les signaux d'alarme au profit d'un joli visager. D'un pédigré fabriqué. La discussion de groupe qui incluait ma mère et tante Béatrix a explosé quelques minutes plus tard avec un appel final et désespéré pour que j'aie du cœur et que je laisse Sloan rester dans l'appartement jusqu'à ce qu'elle puisse se remettre sur pied. Tante Béatrix a même suggéré que je devrais être celle qui paierait une unité de stockage pour les cadeaux de mariage de Sloan comme si j'étais un service de conciergerie pour son ascension sociale ratée. Je n'ai pas répondu au groupe. J'ai simplement quitté la discussion et bloqué chaque personne impliquée y compris ma mère.
La réalisation qu'Esther était prête à me laisser perdre ma propre stabilité financière juste pour sauver la réputation de Sloan a été le dernier clou dans le cercueil de notre relation. Je me suis levé et j'ai marché vers les fenêtres du sol au plafond de mon chalet. Ma vie en ville avec ses exigences constantes et le cycle sans fin d'être la personne fiable ressemblait à un film que j'avais vu il y a longtemps en regardant les étoiles qui semblaient pendre juste au-dessus des sommets des grands tétons. Les serrures de l'appartement seraient programmées pour un changement au matin. Le véhicule de luxe serait garé dans une fourrière parce que je l'avais signalé comme non autorisé à l'utilisation par quiconque d'autre que moi-même. J'avais passé 29 ans à construire un filet de sécurité pour des gens qui ne me garderaient même pas une place à leur table. Mais ce soir-là je coupais enfin les cordes. Je n'étais plus une sœur ni une fille ni une bienfaitrice. J'étais juste Béatrix, une femme avec 15 000 $ de paix et un avenir qui n'appartenait qu'à elle. 3 mois ont passé depuis la nuit où la grande salle de bal est devenue le cimetière des ambitions de ma sœur et la poussière est enfin retombée dans une réalité que personne dans ma famille n'attendait. Je suis actuellement assise sur un porche à Bend dans l'Oregon après avoir vendu mon appartement en ville et déménagé dans une ville où l'air sent le pin et où personne ne me connaît comme le compte bancaire fiable. Mon téléphone est un cimetière de numéros bloqués. Le naufrage de la vie de Sloan est cependant devenu clair grâce à quelques connaissances communes et aux avis juridiques occasionnels. Tristan Montgomery n'est pas simplement parti. Il a demandé une annulation dans les 48 heures pour représentation frauduleuse d'actifs en s'assurant que Sloan ne reçoive pas un seul centime du fonds en fiducie de sa famille. Sloan a été forcée de déménager dans un appartement exigu d'une chambre dans un quartier de la ville dont elle se moquait autrefois pour être de basse classe sans ma signature sur le bail ni ma carte de crédit pour combler le vide. La dette de traiteur de 30 000 $ et les factures florales impayées ne se sont pas simplement évaporées. Les fournisseurs ont plutôt confié les comptes à une agence de recouvrement qui la harcèle jour et nuit. Ma mère Esther a essayé de contracter une deuxième hypothèque sur sa maison pour renflouer Sloan mais sa propre cote de crédit était trop endommagée par des années de cosignature des prêts impulsifs de ma sœur. Elles vivent maintenant ensemble dans un cycle de ressentiment mutuel. Ce sont 2 femmes piégées dans une prison de leur propre création blâmant tout le monde sauf elles-mêmes pour le fait que leur enfant chéri travaille maintenant en double quart dans un restaurant de banlieue juste pour garder les lumières allumées. J'ai récemment reçu un email d'un avocat représentant le lieu de mariage demandant mon témoignage dans un procès civil contre Sloan mais j'ai simplement appuyé sur le bouton supprimer. Je ne suis plus témoin de leur chaos. Je ne suis pas non plus la personne qui nettoie le verre après qu'elles ont jeté les bouteilles. La leçon que j'ai apprise dans ce chalet à Jackson Hole a été chère car elle m'a coûté près de 20 000 $ en frais de voyage et des milliers d'autres en dépôts perdus. Mais le retour sur investissement a été inestimable. J'ai passé toute ma vingtaine à croire que la loyauté était une dette que je devais aux personnes qui partageaient mon ADN. Mais j'ai enfin réalisé que la famille est un privilège et non un droit de naissance. Les coupes difficiles que Sloan a faites ont été le meilleur cadeau qu'elle m'ait jamais offert car elles m'ont forcé à amputer les parties toxiques de ma vie qui vidaient mon esprit. Je regarde les montagnes au loin et je ressens un profond sentiment de paix en sachant que mon compte bancaire, ma voiture et mon avenir n'appartiennent qu'à moi. Il n'y a pas eu de grandes excuses ni de réconciliation larmoyante et il n'y en aura jamais car certains ponts sont censés être brûlés pour que vous puissiez voir votre chemin avancer dans l'obscurité. Je suis Béatrix et pour la première fois en 30 ans je ne suis le plan de secours de personne. Je suis l'événement principal.